Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on continue donc notre cours donc, sur les bases de la nutrition minérale. Alors, la dernière fois, donc, on avait parlé un peu des rôles de ces éléments minéraux. Donc, on avait parlé un peu également de sol, de rhizosphère, de disponibilité des éléments minéraux, donc des facteurs qui affectent cette disponibilité, des caractéristiques de la rhizosphère. Alors aujourd'hui, donc, on va s'intéresser un peu plus donc, aux éléments minéraux eux-mêmes, c'est-à-dire donc, quels sont ces éléments minéraux dont les plantes en ont besoin. Alors la dernière fois déjà, donc, je vous ai expliqué que les plantes en particulier, mais les êtres vivants de manière générale, n'ont pas besoin de tous les éléments minéraux donc, sur Terre pour leur croissance et leur développement. Donc, ils en ont besoin que de quelques éléments minéraux. Alors, mais, donc, il y a déjà ici un problème. Ça veut dire quoi qu'ils en ont besoin? Ça veut dire quoi? Donc, cette question d'essentialité, donc, on va essayer aussi d'en parler, de la définir. C'est-à-dire, tout simplement, c'est quoi un élément essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien. Alors maintenant, donc, pour faire rapidement, donc, juste quelques éléments minéraux donc, sont essentiels. Donc, on en a parlé des rôles qu'ils peuvent avoir, donc des rôles physiologiques, métaboliques, donc structuraux. Donc, tout ça, on en a parlé la dernière fois. Alors maintenant, mais c'est quoi ces éléments minéraux? Donc, on fait le tableau de Mendeleïev, donc la table périodique de Mendeleïev, donc qui répertorie les éléments minéraux. Donc, on classe une centaine donc d'éléments minéraux existent sur Terre. Alors, tous ces éléments minéraux, donc je viens de le dire, donc ne sont pas indispensables à la croissance et au développement des plantes. Il y en a juste quelques-uns, donc en tout, donc il en faut juste 14 éléments minéraux donc, pour la croissance et le développement des plantes. Alors, différentes questions. Est-ce que donc, en fait, toutes les plantes ont besoin des mêmes éléments minéraux? Est-ce que les plantes, donc ça dépend des espèces, donc est-ce qu'ils ont besoin d'éléments minéraux différents? Donc, c'est toutes ces questions-là, donc ils ont préoccupé donc, les physiologistes pendant 200 ans. Alors maintenant, donc, on sait que tous les êtres vivants, toutes les plantes, ils ont besoin des mêmes éléments minéraux. Alors, j'ai dit, donc, ils ont besoin juste de 14 éléments minéraux, donc, et on verra qu'il y en a 5 autres éléments minéraux, donc, qui ne sont pas indispensables à la croissance, mais qui apportent un plus à la croissance et au développement et qu'on appelle des éléments bénéfiques. Alors tout d'abord, donc on va essayer donc de définir donc cette essentialité, c'est-à-dire à partir de quel moment, comment peut-on qualifier un élément minéral donc qu'il est essentiel à la croissance ou au développement de la plante. Alors maintenant donc cette question d'essentialité donc a été définie pour toutes les plantes déjà, donc c'est-à-dire que cet élément il doit être nécessaire à la croissance et au développement de toutes les plantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un élément minéral donc est essentiel, donc est indispensable à une seule espèce, donc ça ne peut pas être compté comme élément essentiel pour la croissance et le développement des plantes. Alors, autre critère, donc en fait, il faudra que cet élément en minéral donc soit essentiel à la plante pour boucler son cycle. C'est-à-dire, sans cet élément-là, la plante ne peut pas boucler son cycle. C'est-à-dire, si un élément minéral, donc l'absence d'un élément minéral, donc la plante peut croître, il ne peut pas boucler son cycle, donc ça veut dire là aussi qu'il est essentiel. C'est-à-dire, donc il doit être essentiel à ce que la plante se développe
depuis, s'il s'agit d'une plante supérieure, depuis la graine jusqu'à la graine, jusqu'à ce qu'elle produise des graines. C'est-à-dire, donc, si il n'est pas, si en l'absence d'un élément minéral, donc la plante ne peut pas fleurir, ça veut dire tout simplement, elle peut croître déjà, mais il ne peut juste fleurir, il ne peut pas produire des graines, ça veut dire que c'est un élément essentiel. Donc, il doit être essentiel à tout le cycle de la plante, pas uniquement à une étape de croissance, par exemple. Alors donc, c'est un élément qui doit être indispensable à la croissance et au développement de toutes les plantes. C'est un élément qui est indispensable pendant tout le cycle de la plante, c'est-à-dire en son absence, la plante ne peut pas boucler son cycle de développement. Alors, troisième condition, c'est que cet élément-là, il ne peut pas être remplaçable. Il doit être irremplaçable. C'est-à-dire, si un élément minéral peut être remplacé par un autre, donc ça veut dire qu'il n'est pas essentiel. Alors, en fait, ce sont ces trois critères-là qui déterminent l'essentialité des éléments minéraux. Donc, cet élément minéral, donc en fait, il doit être indispensable à tout le cycle, il doit être indispensable à toutes les plantes et il doit être irremplaçable. Alors, en adoptant ces trois critères, en fait, on va ne retrouver que les 14 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le calcium, le magnésium, le chlore, le manganèse, le bore, le nickel, le fer, le molybdène, le zinc et le cuivre. Alors, cela, ce sont les éléments minéraux indispensables, essentiels à la croissance et au développement des plantes. Alors, une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris autre chose, qu'en fait, le sol n'est pas indispensable à la croissance et au développement des plantes. Donc, ce qui est indispensable, ce sont ces éléments minéraux et pas le sol. Et c'est de cette remarque-là, donc, qu'elle est née ce qu'on appelle maintenant donc les cultures hors sol, c'est-à-dire c'est qu'on peut faire pousser des plantes sans le sol, dans des solutions par exemple, et qu'on appelle l'hydroponie par exemple. Alors, et c'est de là également qu'elle est née donc ce qu'on appelle les solutions nutritives, c'est-à-dire il suffit de prendre ces éléments-là, de les mettre en solution pour avoir une solution qui permettra la croissance et le développement des plantes. Bien, alors donc si je reviens à cette question d'essentialité, donc en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été facile donc à déterminer donc au cours de l'histoire. Alors maintenant, on peut s'imaginer que pour vérifier qu'un élément est essentiel à la croissance des plantes ou pas, donc il suffit de ne pas le donner à la plante, c'est-à-dire d'essayer de faire croître la plante sans cet élément-là. Alors, si la plante croît, se développe et boucle son cycle sans cet élément-là, c'est qu'il n'est pas essentiel. Alors maintenant, la manipulation pour démontrer l'essentialité d'un élément minéral, donc il est relativement simple dans sa conception, il est extrêmement difficile dans sa pratique. Alors, je vous explique. Alors, ici, dans ce tableau, dans le tableau devant vous, donc vous remarquez en fait ici, donc vous avez les éléments en minéraux, donc et vous avez la date à laquelle on a découvert donc leur essentialité. Alors l'azote, donc c'est le plus ancien, donc c'est à partir déjà de 1800, on a compris qu'en fait que pour la croissance et le développement des plantes, il faut de l'azote. Mais remarquez donc il y a des éléments pour qui on a découvert ou plutôt on a établi l'essentialité que très tardivement, en 1988-87 pour le nickel et en 1954 pour le chlore. Alors maintenant, pourquoi cette découverte donc, a été très tardive? C'est tout simplement à cause de la difficulté donc, de la manipulation. Alors maintenant, donc, si les plantes en ont besoin, en cet élément en minéral, ils en ont besoin en très, très, très faible quantité. Alors, comment faire? Le problème, c'est comment faire pour être sûr de ne pas apporter ces quantités-là très infimes
pour la plante. Comment s'assurer que la plante n'aura pas accès à ces quantités infimes d'éléments minéraux? Alors, pour comprendre aussi ça, donc pour faire croître cette plante-là, c'est-à-dire pour vérifier, par exemple, ici, c'est le nickel est un élément minéral essentiel, donc il faudra essayer de faire pousser cette plante dans un milieu nutritif. C'est-à-dire, il faut lui donner de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, il faudra lui donner tous les autres qu'on connaît, sauf le nickel. Alors maintenant, comment peut-on être sûr que lorsqu'on apporte de l'azote, on n'apporte pas des traces infimes de nickel? Quand on apporte du phosphore et qu'on n'apporte pas des traces infimes de nickel. Donc c'était ça la difficulté parce qu'en fait, quand vous allez apporter de l'azote, vous allez apporter cet azote-là avec un certain degré de pureté, même à 99,9%, c'est-à-dire il y a toujours avec cet azote-là un peu quelque chose d'autre. Alors c'est ça ce qui a rendu la découverte de l'établissement de l'essentialité pour certains éléments très très difficiles et très tardivement, parce que certains éléments ils peuvent même être apportés que juste par l'atmosphère. Et les éléments, vous l'avez compris maintenant, les éléments pour lesquels cette essentialité a été la plus difficile à établir, ce sont bien sûr les éléments dont les plantes en ont besoin en très 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 faible quantité. Et ces quantités-là peuvent être apportées, comme je viens de le dire, même par l'air. Donc, ils peuvent exister dans l'atmosphère. Il y a un peu de chlore dans l'atmosphère et ce serait suffisant. Et c'est suffisant pour la croissance et le développement des plantes. Il y a un peu de molybdène également dans tous les autres éléments minéraux, quel que soit leur degré de pureté, et ça sera suffisant pour les plantes. Alors maintenant, j'espère que vous avez compris donc pourquoi cette question d'essentialité donc a pris tout ce temps-là pour qu'elle soit établie. Alors la conséquence de cela, je l'ai dit, donc c'est que on peut maintenant prendre juste ces éléments minéraux, donc les mettre en solution, et que ça fait une solution nutritive qui va permettre la croissance et le développement des plantes. Et ceci a permis donc le développement de ce qu'on appelle des cultures hors sol, c'est-à-dire donc en fait ici donc vous avez un exemple de culture hors sol qu'on appelle hydroponie. Alors l'hydroponie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les plantes, donc on les fait nourrir juste directement par une solution nutritive. Alors il y a différents schémas de culture hydroponique. Donc en fait, la seule difficulté ici, c'est qu'il faut laisser les racines respirer, c'est-à-dire il faut apporter de l'oxygène aux racines ou de l'air qui contient de l'oxygène aux racines. Alors selon la manière avec laquelle donc, on apporte donc, cette oxygénation aux racines, on va distinguer différents, schémas d'hydroponie. Alors, ici, donc, dans le schéma, dans la figure donc, déjà que vous avez vue en premier, donc c'est celle-là, je l'ai fait revenir. Donc en fait, pour aérer les racines, donc on injecte directement des bulles d'air dans le système. Et les racines plongent dans la solution nutritive. Alors, d'autres configurations sont possibles. Donc ici, donc on laisse en fait les racines, dans ce cas-là, on laisse les racines en l'air et on les asperge de micro-gouttelettes donc, de solutions nutritives. Comme ça, les racines ils sont toujours au contact de l'air, donc ils peuvent respirer. Dans ce schéma-là, donc en fait, il y a un niveau incliné, il y a un banc incliné, donc les racines, il y a juste une petite partie donc des racines qui plongent donc et la solution nutritive elle coule sans jamais rester au contact des racines. Alors dans cet autre système, en fait, ça se remplit et ça se vide. C'est-à-dire donc en fait les racines vont se retrouver complètement émergées dans l'eau quand le compartiment où il y a les racines donc, se remplit. Et après, une fois qu'on remplit, il va se vider. Et quand il se vide, donc les racines vont se retrouver en l'air et peuvent respirer. Donc, différentes configurations. Alors maintenant… Monsieur, oui. excusez-moi de vous interrompre, mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est pour les autres, mais on ne voit pas votre écran. D'accord. Donc…
Enfin, pour moi en tout cas. Donc, c'est le même cas pour. Là, c'est bon. Merci. Alors, c'est bon. Oui. Alors, Oui, c'est bon, monsieur. il y a un certain nombre de choses dont j'ai parlé, donc je vais reprendre. Je vais reprendre rapidement ici dans ce tableau. Donc, vous avez les dates de la découverte de l'essentialité des éléments minéraux donc pour la croissance des plantes. Donc, vous en avez et certains dont la découverte a été très tardive. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en fait, les plantes en ont besoin en très, très, très faible quantité et qu'il faut s'assurer vraiment que ces faibles quantités ne sont pas apportées par les autres éléments minéraux ou même par l'air. Alors donc ça c'était la difficulté. Donc après, donc une fois qu'on a compris ça, on peut confectionner des solutions avec ces éléments nutritifs et ça sert de milieu de croissance et de développement des plantes. Alors c'est ce qu'on appelle des cultures hors sol, c'est-à-dire donc on n'a plus besoin de sol, donc on va les nourrir directement avec des éléments minéraux. Donc un exemple de culture hors sol, donc c'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Donc l'hydroponie, donc c'est-à-dire c'est tout simplement la culture de plantes directement dans des solutions nutritives. Alors donc je disais donc en fait que dans cette hydroponie, donc c'est le problème, c'est qu'en fait il faudra se débrouiller pour faire respirer les racines. Alors, selon la méthode, donc il y a différentes avec laquelle on apporte de l'oxygène aux racines, il y a différentes configurations, tout simplement. Donc, soit on asperge juste des micro-gouttelettes de solutions nutritives sur les racines et les racines restent en l'air. Donc, soit on apporte directement des bulles d'air à l'intérieur, donc on fait de la solution nutritive et c'est comme ça, donc en fait, les racines peuvent en profiter pour respirer. Donc, soit en fait, on fait et croître ces plantes sur un plan incliné et la majeure partie des racines, donc en fait, ne plongent pas dans la solution. Soit on les fait croître dans un bac qui se remplit, il se vide. Quand il est rempli, donc en fait, les racines ne sont plus en contact avec l'air, mais quand il se vide, donc les racines peuvent respirer donc directement de l'air. Bien, alors en fait tout ça, donc c'est juste pour vous expliquer qu'une fois qu'on a compris qu'il faut juste quelques éléments minéraux, donc on peut se débrouiller et apporter directement ces éléments minéraux aux plantes et sans avoir plus besoin de sol. Alors ici, dans ce tableau-là, ça montre en fait les besoins des plantes en éléments minéraux. Donc, peut-être vous l'avez deviné, donc j'en ai un peu parlé maintenant, c'est que les plantes n'ont pas besoin des mêmes quantités de tous ces éléments minéraux. Il y en a certains dont les plantes en ont besoin en plus grande quantité et d'autres en plus faible quantité. Alors ici, pardon. Alors dans ce tableau-là, donc vous avez en fait le rapport des éléments minéraux dans une plante par rapport au molybdène. Le molybdène, c'est l'élément dont les plantes en ont besoin le moins. Et on a ici le rapport. Alors, comment il faut lire ça? Donc, tout simplement, pour un atome de molybdène, la plante a besoin de 60 millions d'atomes d'hydrogène. Pour un atome de molybdène, la plante a besoin de 40 millions d'atomes de carbone, de 30 millions d'atomes d'oxygène. Alors, vous voyez le rapport, c'est 1 pour 60 millions, 1 pour 40 millions, 1 pour 30 millions. Alors, pour un atome de molybdène, la plante a besoin d'1 million d'atomes d'azote. Alors, vous voyez maintenant le rapport azote-molybdène. C'est 1 pour 1 million. Alors, pour un atome de molybdène, les plantes...
Pour un atome de molybdène, les plantes ont besoin de 250 000 atomes de potassium, de 125 000 atomes de calcium, de 80 000 atomes de magnésium, etc. Alors, pour un atome de molybdène, la plante n'a besoin que de 2 atomes de nickel. Et puis, donc, ça a besoin de 100 atomes de cuivre. Alors, donc, en fait, de ce tableau-là, vous pouvez remarquer qu'en fait, les besoins des plantes en éléments minéraux sont très, très disparates, sont très, très différents. Et si vous traduisez ça en pourcentage, en fait, le pourcentage d'azote dans les plantes, c'est 1,5%. Le pourcentage de molybdène dans la plante, c'est 0,1 ppm. ppm, ça veut dire partie par million, ça veut dire microgramme, par exemple, par 1 million de microgrammes. 1 million de microgrammes, c'est 1 gramme, c'est-à-dire 0,1 microgramme par gramme de matière sèche des plantes. Donc, l'essentiel ici, c'est que ces besoins des plantes en éléments minéraux sont très, très, très variables d'un élément à un autre. Et on distingue déjà quelques groupes, deux grands groupes, des éléments dont les plantes en ont besoin en quelques pourcents, ce qu'on appelle les macro-éléments. Ils en ont besoin en plus grande quantité comparativement aux autres groupes d'éléments minéraux qu'on appelle des micro-éléments ou des oligo-éléments. Alors ici, donc la teneur en macro-éléments, c'est quelques pourcentages, et puis la teneur en oligo-éléments, c'est inférieur à 1%. Alors, le rôle de... Alors ici, donc, il y a juste une chose à garder en tête et à ne pas tomber dans la confusion. Il ne faut pas confondre importance d'un élément minéral et sa teneur dans la plante. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que pour l'élément dont la plante a besoin, ont quelques traces ou quelques ppm. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important pour la croissance et le développement des plantes. Ça veut dire tout simplement que sans ces traces en cet élément-là, la plante ne pourra pas croître, se développer normalement. Donc, il n'y a aucune relation entre quantité et importance. Tous ces éléments-là sont essentiels, tous ces éléments-là sont importants pour la croissance et le développement des plantes. Bien, alors maintenant, la dernière fois, donc, on a parlé donc, des rôles des éléments minéraux, donc c'est des osmoticomes, des régulateurs de pression osmotique, c'est des messagers secondaires, c'est des éléments de structure, c'est des éléments métaboliques étant des cofacteurs enzymatiques. Et ici, dans ce tableau-là, vous avez un exemple ici d'enzymes qui utilisent par exemple le cuivre comme cofacteur. Ici, vous avez également des enzymes qui utilisent donc, le fer comme cofacteur et ainsi de suite. Alors ça, on en a parlé la dernière fois. Alors maintenant, donc, il y a différentes manières de distinguer entre les éléments nutritifs, entre ces éléments minéraux nutritifs. Alors, soit par rapport aux besoins de la plante, et on vient de le voir, et ça fera deux groupes, des éléments dont les plantes en ont besoin en grande quantité, et des éléments dont les plantes ont besoin en plus faible quantité. Et on distingue ici le groupe des macro-éléments, des groupes des micro- ou des oligo-éléments. Alors, on peut également distinguer ces éléments minéraux en éléments essentiels et en éléments bénéfiques. Alors, rappelez-vous, au tout début, donc, je vous ai parlé, donc, il y a 14 éléments, mais il y a 5 autres éléments qui ne sont pas essentiels, mais qui peuvent apporter un plus à la croissance et au développement des plantes. Ce sont ces éléments-là qu'on appelle bénéfiques. Alors maintenant, dans tous ces éléments que les plantes peuvent utiliser pour leur croissance et développement, on peut distinguer ceux qui sont essentiels. Bien sûr, ceux qui ne sont pas essentiels, on n'en parle pas, ou au moins, on en distingue ceux qui sont essentiels et ceux qui sont bénéfiques. On peut également les classer selon leur mobilité.
il y a des éléments qui sont mobiles et des éléments qui sont immobiles. Alors, donc, je reviens à cette mobilité parce que j'en ai déjà parlé donc, la dernière fois, mais faites attention, la dernière fois, j'en ai parlé au niveau du sol. Donc, ici, on parle de la mobilité des éléments nutritifs au niveau de la plante. Au niveau du sol, rappelez-vous, ce sont les éléments chargés négativement, ce sont les anions qui sont les plus mobiles. Tout ce qui est cation, il est absorbé sur les particules argileuses et par conséquent, donc sa mobilité se trouve réduite. Alors, les anions, les éléments chargés négativement, donc ils n'ont aucune interaction avec les particules argileuses, ils peuvent circuler beaucoup plus librement dans le sol et on les qualifie d'éléments mobiles au niveau du sol. Alors maintenant, cette mobilité dont je parle aujourd'hui, c'est une mobilité dans la plante. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait à travers cela? C'est que certains éléments, alors il ne faut pas aller penser que tous les éléments sont mobiles parce qu'en fait, ils sont transportés dans la cellule. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle après assimilation de l'élément minéral. Alors maintenant, assimilation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que la plante l'a affecté à une fonction physiologique. L'assimilation, c'est en fait ce que fait la plante de cet élément minéral après son absorption. C'est ce qu'on appelle assimilation. Alors maintenant, une fois l'élément minéral assimilé, c'est-à-dire donc il est affecté quelque part dans une cellule végétale, il y a certains éléments que la plante peut mobiliser, c'est-à-dire reprendre de l'endroit où ils étaient pour les affecter ailleurs. Ce sont ces éléments-là qu'on appelle mobiles dans la plante. Il y en a d'autres qui sont immobiles. Donc, ça dépend de l'élément minéral. Il y en a certains qui ont cette capacité, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Alors maintenant, les éléments mobiles dans la plante, on va les retrouver dans le phloème. C'est-à-dire, on va les retrouver également dans la sève élaborée, puisque la plante va les reprendre pour les redistribuer ailleurs. Donc, il va les redistribuer via le phloème et pas via le xylème. Donc, tous les éléments minéraux qu'on retrouve dans le phloème, dans la sève élaborée, ce sont des éléments mobiles dans la plante, contrairement à ceux qui restent à leur place une fois assimilés. Donc, la plante ne pourra plus les faire bouger. Donc, cette propriété est d'une autre importance pour la détection, donc, en fait, des carences. Alors ici, donc, vous avez la liste, donc, en fait, des macroéléments, c'est les NPK, l'azote, phosphore, potassium. Alors, à cela, donc, il faudra rajouter le soufre, le calcium et le magnésium. Alors, le reste, ce sont des éléments dont la plante a besoin en plus faible quantité qu'on appelle oligo-éléments ou micro-éléments. Vous en avez ici la liste ici, le chlore, le bore, le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le molybdène et le nickel. Alors là, vous avez la classification essentielle bénéfique. En fait, tous ces éléments-là, que ce soit les macro-éléments, ou les micro-éléments, ce sont des éléments essentiels. Et les éléments bénéfiques, c'est l'aluminium, le cobalt, le sodium, le sélénium et la silice. Alors, pourquoi on les appelle éléments bénéfiques? Parce qu'en fait, la plante peut se développer sans ces éléments-là. Donc, ils ne sont pas essentiels, mais ils apportent un plus. Alors, le plus qu'ils apportent, c'est qu'ils apportent une meilleure résistance au stress abiotique. C'est-à-dire la plante, avec ces éléments-là, il se défend mieux contre les stress. Donc, c'est pourquoi ils apportent un plus et on les appelle des éléments bénéfiques, mais ils ne sont pas indispensables à la croissance et au développement de la plante. Alors, ce caractère de mobilité, alors les éléments mobiles sont l'azote, le potassium, le magnésium, le phosphore, le chlore, le sodium, le zinc et le molybdène. Le reste, ce sont des éléments immobiles. Alors, je disais donc en fait que cette propriété est très importante pour la détection des carences. On y reviendra un peu plus tard.
Alors, donc, il y a… Alors ici, donc, il y a une dernière classification des éléments minéraux, donc selon leur fonction physiologique. Alors, dans le groupe 1, vous allez retrouver l'azote et les soufre, où on dit qu'il y a une importance structurale, donc c'est-à-dire donc que ces éléments-là donc vont surtout servir à la fabrication ou la synthèse de molécules, de biomolécules qui vont participer à la structure, ici donc l'azote et le soufre, donc ça fait partie essentiellement, donc on fait des protéines. Donc ça a une importance structurale. Donc il y a un groupe 2, donc on va retrouver qu'il y a une importance énergétique et structurale en même temps. Donc le phosphore, on va le retrouver beaucoup dans l'ATP, donc c'est pourquoi donc on dit qu'il a une importance énergétique. Alors d'autres éléments qui restent en solution dans la plante, donc ils ont une fonction de régulation osmotique. Donc, ce sont le potassium, le calcium, le magnésium, le chlore, le manganèse et le sodium. Il y a un dernier groupe d'éléments qui jouent surtout des rôles dans des réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire donc ça permettra le transfert des électrons et on le retrouvera donc au niveau de la chaîne respiratoire et également au niveau donc du transfert des électrons au niveau donc de la photosynthèse. Donc, c'est le fer, le zinc, le cuivre, le nickel et le molybdène. Alors, bien, donc en fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'en fait, on peut avoir différentes manières de répartir, de classer ces éléments minéraux. Donc, en fait, ça dépend de ce qu'on a en tête. Donc, soit les quantités, ça fera des macro et des micro-éléments, soit l'utilité, donc ça fera des éléments essentiels et des éléments bénéfiques. Donc, alors, quoi d'autre? Donc, soit selon la fonction qu'ils remplissent au niveau de la plante, soit au niveau par rapport à leur mobilité dans la plante. Donc, voilà les 4 manières qui vont permettre de différencier entre ces éléments minéraux. Alors maintenant, ici, donc, vous avez la courbe classique de la croissance des plantes en fonction des concentrations en éléments minéral. Donc, en fait, plus vous donnez à la plante un élément minéral, plus il va croître. Donc, ça, c'est plus ou moins facile à comprendre, mais en fait, cette croissance, elle est de ce genre-là, donc c'est un phénomène saturable, c'est-à-dire ça va croître jusqu'à un certain niveau, et puis ça va stagner, et puis après, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en fait, qu'à la fin, donc en fait, l'augmentation de la concentration en éléments minéraux, donc ça provoque même une diminution de la croissance ici. Alors maintenant, donc en fait, ça c'est une courbe théorique classique. Alors maintenant, comment il faudra expliquer donc les différentes zones? On va la répartir en 3 zones. Donc cette zone où l'élément minéral donc provoque une réduction de la croissance, cette zone-là où l'élément minéral, l'augmentation des concentrations en cet élément minéral augmente la croissance d'une manière linéaire, et puis donc une zone où l'augmentation de la croissance ne fait rien. Donc, vous augmentez la concentration en éléments minéraux, donc en fait, la croissance ne bouge pas. Alors, si on n'a pas entendu bien. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oui, on vous entend. Bien. Alors maintenant, je répète. En fait, ici, vous avez une courbe classique qui montre la croissance de la plante en fonction de l'augmentation de la concentration en éléments minéraux, en un élément minéral. Plus vous donnez à la plante cet élément minéral, plus sa croissance augmente. Il augmente de cette manière-là, c'est-à-dire il y a une partie où l'augmentation de la concentration en éléments minéraux se traduit par une augmentation linéaire de la croissance. Après, donc, vous avez une zone où si vous augmentez la croissance,
Si vous augmentez, pardon, la concentration en éléments minéraux, la croissance diminue. Et puis, il y a une zone où, même si vous augmentez la concentration de l'élément minéral, si vous donnez plus d'éléments minéraux à la plante, en fait, sa croissance n'augmente pas. Alors, la première zone, donc c'est ce qu'on appelle une zone de carence. La deuxième, donc c'est ce qu'on appelle la consommation de luxe. Et la troisième, donc c'est un phénomène de toxicité. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, plus vous donnez à la plante d'éléments minéraux, plus sa croissance augmente. Ça veut dire que la plante, elle est en manque, elle a besoin de il a besoin de cet élément minéral, et il n'a pas encore suffisamment ce qui lui suffit en cet élément minéral. C'est pourquoi on l'appelle la zone de manque. Alors, ou la zone de carence. Et ça veut dire quoi? En plus, ici, ça veut dire que cet élément minéral-là, c'est un facteur limitant de la croissance. Ça veut dire que c'est cet élément minéral-là qui limite la croissance de votre plante. Si vous en donnez plus, vous avez plus de croissance. Alors ici, donc une fois à partir d'une certaine concentration, la croissance de la plante n'augmente plus, même si vous augmentez les quantités apportées d'éléments minéraux. Ça veut dire tout simplement que tout ce phénomène est saturable, c'est-à-dire maintenant la plante, elle en a tout ce dont elle a besoin en cet élément minéral, et que si vous lui donnez plus, donc ça ne sert plus à rien, parce qu'en fait déjà la plante, il fonctionne, son métabolisme, il fonctionne à plein régime, donc il ne peut pas encore utiliser d'éléments minéraux, même si vous le lui donnez. C'est ce qu'on appelle la zone de consommation de luxe. Et tout ça, donc c'est les mêmes phénomènes biologiques partout. Donc en fait, c'est des phénomènes saturables, c'est-à-dire à un certain niveau. Donc vous allez saturer le mécanisme. Donc, et vous allez plus pouvoir obtenir plus de croissance, même si vous donnez plus d'éléments minéraux. Alors ici, donc, si vous augmentez encore plus les concentrations en éléments minéraux, donc ça se traduit par une diminution de croissance, et c'est à cause de la toxicité de l'élément minéral. En fait, tout ce phénomène de toxicité, je pense qu'on a déjà parlé, c'est une question de dose. Tous les éléments peuvent être toxiques. Tous les aliments peuvent être toxiques, ça dépend juste de la dose. Donc, il y en a qui se révèlent très, très, très facilement toxiques à des faibles doses. Il y en a qui se révèlent excessivement toxiques à des fortes doses. Alors ici, donc, en fait, cette réduction de la croissance, c'est à cause de la toxicité de l'élément minéral. Alors, ça veut dire quoi, cette toxicité? Si vous augmentez, si on a énormément d'un élément minéral, en fait, ça entraîne des perturbations de la perméabilité membranaire, ça entraîne des perturbations de l'absorption de l'élément minéral, ça entraîne des perturbations physiologiques, ça entraîne également des dysfonctionnements, donc des transferts membranaires et des pressions à l'intérieur des cellules, donc entre compartiments cellulaires. Alors, tout ça, ça perturbe le fonctionnement normal des cellules et ça se traduit par ce qu'on appelle une toxicité. Alors, cette toxicité peut être aussi interprétée d'une autre manière, c'est-à-dire, donc, en fait, les éléments minéraux, donc on en a parlé, c'est des cofacteurs enzymatiques. Alors, une enzyme qui a comme cofacteur le magnésium, si vous lui donnez énormément de cuivre, donc si en présence de quantité énorme de cuivre, le cuivre, il finit par prendre la place du magnésium par rapport à cette enzyme-là, dans cette enzyme-là. Et quand le cuivre, par exemple, quand le magnésium est substitué par le cuivre, en fait, l'enzyme, la protéine enzymatique, elle n'est plus fonctionnelle. Donc, l'activité de l'enzyme, il diminue ou elle disparaît.
alors une activité d'enzyme qui diminue ou disparaît, donc ça va se traduire négativement sur la croissance. Donc en fait, c'est de cette manière-là qu'on interprète donc la toxicité des éléments minéraux à forte dose. Alors ici, dans cette zone de carence, on peut distinguer deux phases. Alors en fait, la carence, c'est quoi? La carence, c'est lorsque la plante manque en éléments minéraux, c'est-à-dire il n'a pas assez. Ça correspond très bien à cette zone-là. Alors, mais dans cette zone de carence-là, il y a deux régions. C'est-à-dire, il y a une région où la plante n'a pas assez d'éléments nutritifs, mais ne montre pas de symptômes de carence. C'est-à-dire, on ne voit rien sur la plante qui puisse nous indiquer qu'il est en situation de carence. Il y a absence de symptômes. Et puis, il y a une zone où la plante va manquer en éléments minéraux et ça va se traduire par des symptômes. C'est ce que vous voyez là. Ici, dans la zone 1, il y a la plante est en manque et vous avez l'apparition de symptômes de carence. Ici, donc, la plante est toujours en carence, mais ne montre pas de symptômes. Alors, ça nous amène directement à ces symptômes de carence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit comme signe au niveau de la plante et qui nous indique qu'elle est en manque d'un élément minéral? Donc, en fait, ces symptômes sont pas très nombreux au niveau des plantes, ils sont au nombre de 3. Donc, soit des chloroses, c'est-à-dire une perte de couleur, un jaunissement, soit une nécrose, c'est-à-dire l'apparition de tissus morts au niveau des feuilles, soit des déformations. Donc, c'est-à-dire des feuilles qui se déforment ou des fruits qui se déforment, ça peut être un signe de carence. Des nécroses, l'apparition de tissus morts sur des feuilles, sur des fruits, donc ça peut également être un signe d'un manque en éléments minéraux. Un jaunissement, qu'on appelle chlorose, peut être aussi également le résultat d'un manque en éléments minéraux. Donc, 3 signes généralement, donc des chloroses, des nécroses ou des déformations. Alors maintenant, donc, les carences, bien sûr, donc, ça entraîne une inhibition de la croissance, donc, et certains symptômes qu'on peut voir directement sur les feuilles ou sur les fruits. Alors ici, donc, vous en avez des exemples. Ici, un jaunissement, ce qu'on appelle un chlorose. Ici, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est des nécroses, des parties mortes des feuilles. Également ici, un jaunissement, mais un peu particulier, donc qui va pas être uniforme comme dans ce cas-là, mais qui va particulièrement être visible entre les nervures. Alors ici, donc également donc une chlorose uniforme, une déformation donc de fruits, une carence en azote, en soufre, en phosphore, en potassium avec des nécroses, etc. Alors maintenant, ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'en fait, les symptômes de carence chez les plantes ne sont pas nombreux. Donc, il y en a juste, ils sont juste de trois types. Soit une décoloration, donc l'apparition de tissus morts, c'est-à-dire des nécroses, soit des déformations. Alors, vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup plus d'éléments minéraux, donc il y en a au moins 14 essentiels et 5 bénéfiques, et que de symptômes. C'est-à-dire, en quelque sorte, un symptôme ne peut pas correspondre aux carences en un élément minéral. Donc ça, c'est la première difficulté. Donc on peut déduire facilement, vu que le nombre de symptômes il est inférieur au nombre d'éléments minéraux essentiels. Alors maintenant, c'est
c'est beaucoup plus complexe que ça, dans la mesure où ce sont ces mêmes symptômes qu'on va retrouver dans le cas d'un stress biotique. C'est-à-dire, si la plante est également attaquée par un pathogène, on va également voir les mêmes symptômes, c'est-à-dire des nécroses ou des chloroses ou des déformations. Donc, vous voyez, donc, en fait, ce diagnostic de carence, c'est-à-dire essayer de déterminer quel est l'élément minéral qui manque à la plante en regardant les symptômes, donc ce n'est pas quelque chose de facile, parce que c'est quelque chose qui est commun au stress biotique, abiotique, et également aux carences. C'est-à-dire un attaque d'un pathogène va provoquer les mêmes symptômes. Un stress biotique, c'est-à-dire un excès de chaleur ou de rayonnement ou de sel ou un déficit hydrique peut provoquer également les mêmes symptômes chez les plantes. Alors maintenant, comment faire? Alors on peut essayer d'identifier les carences en éléments minéraux chez les plantes, mais après avoir éliminé toutes les autres causes. C'est-à-dire, il faut être sûr que ce n'est pas une attaque de pathogène, c'est-à-dire ce n'est pas un stress biotique. Il faut être sûr que ce n'est pas un stress abiotique. Une fois qu'on est sûr que ce n'est pas des stress ni biotiques ni abiotiques, on peut réfléchir à ce que ce soit une carence d'un élément minéral. Alors, je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant la mobilité des éléments à l'intérieur de la plante. Puisqu'il y a des éléments qui sont mobiles dans la plante, donc c'est-à-dire que la plante peut reprendre de là où ils étaient affectés pour les affecter ailleurs dans la plante. Donc c'est ça ce qu'on appelle les éléments mobiles, et on connaît la liste des éléments mobiles. Alors cette propriété, elle est d'importance, je l'ai dit, pour la détermination de carence, dans la mesure où, en fait, les plantes se comportent comment? Ils se comportent de cette façon-là, c'est-à-dire ils vont prendre, quand il n'y a plus assez d'éléments. Quand un élément vient à manquer, c'est-à-dire la plante va se retrouver dans une situation de carence à un certain moment de son cycle de développement, à un certain moment de sa vie. Alors, il va essayer de prendre cet élément-là, là où il est, dans les anciens tissus, pour le mobiliser, pour le donner aux jeunes tissus. Alors, ça a quelles conséquences? Si, par exemple, une plante qui, au cours de son cycle de développement, vient à manquer d'azote, c'est-à-dire elle n'a plus assez d'azote, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre cet azote-là dans les anciens tissus pour le donner aux jeunes tissus, pour préserver les jeunes pousses, les jeunes tissus. Alors, ceci, ça a une conséquence, c'est qu'en fait, ce sont les anciens tissus qui vont maintenant être appauvris en éléments minéraux. Et par conséquent, les symptômes de carence, on va surtout les voir dans les anciens tissus, dans les tissus âgés. Et puis, s'il s'agit d'un élément immobile, c'est-à-dire que la plante ne peut plus prendre, en fait, ça veut dire à un certain niveau de son cycle de développement, la plante elle a besoin d'un élément minéral. Cet élément minéral, il est immobile, il ne peut plus le déplacer, même s'il existe dans ses organes, dans ses anciens organes, dans ses anciens tissus, il ne peut pas le mobiliser. Ça veut dire quoi dans ce cas-là? Que les symptômes de carence, on va les voir sur les jeunes tissus. Alors, cette question de mobilité des éléments va nous aider à diagnostiquer les carences.
Si les symptômes de carence apparaissent sur les anciens tissus, sur les feuilles par exemple matures, on sait qu'il s'agit d'un élément mobile parce qu'il a été pris dans les anciens tissus pour qu'il soit réaffecté à des jeunes tissus. Si les symptômes de carence apparaissent sur les jeunes tissus, on sait qu'il s'agit d'un élément immobile. Alors, c'est comme ça qu'on fait, mais comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une question relativement complexe, donc il faudra déjà s'assurer que ce qu'on voit comme symptôme n'est pas dû à un stress biotique ou abiotique avant d'essayer de chercher donc s'il s'agit d'une carence tel ou tel autre élément mineur. Alors ici, donc, vous avez donc, une clé pour un diagnostic simplifié donc, des carences en éléments minéraux donc, chez les plantes. Donc, vous voyez, donc, la première chose qu'on regarde, on regarde si les symptômes de carence apparaissent sur les jeunes tissus ou sur les anciens tissus. C'est-à-dire ici, donc, est-ce qu'ils apparaissent sur les jeunes feuilles ou sur les feuilles âgées? Alors déjà ici, donc, on partage les éléments en deux grands groupes. Si c'est sur des tissus âgés, ça veut dire que l'élément est immobile. Ça veut dire qu'il s'agit d'un élément mobile. Alors, si c'est si les symptômes de carence, on les voit sur les jeunes tissus, ça veut dire que la plante n'a pas pu mobiliser cet élément. C'est que cet élément-là, il est immobile. Donc, voilà. Alors après, donc, on voit si c'est une chlorose ou c'est une nécrose. Et puis, donc, si c'est une chlorose uniforme, on va soupçonner que c'est de l'azote ou du soufre. Alors, si c'est une chlorose qu'on va surtout voir entre les nervures, donc ça va être plutôt une carence en magnésium ou en manganèse, et ainsi de suite. Donc, on va essayer également de voir si c'est une nécrose sur les bords des feuilles ou entre les nervures, et ça nous permettra de faire, donc, en fait, le tri entre les éléments minéraux. Donc là, donc, c'est juste à titre indicatif. C'est une manière très simplifiée d'identifier les carences. Et comme je vous ai dit, donc en fait, c'est une question pas facile, c'est relativement complexe dans la mesure où plusieurs éléments peuvent donner les mêmes symptômes de carence et dans la mesure où également d'autres stress biotiques ou abiotiques peuvent donner également les mêmes symptômes. Donc voilà, donc on a fini donc, ce chapitre introductif de nutrition minérale. Donc il reste peut-être un seul chapitre. On va essayer de voir l'absorption et l'assimilation de l'azote et du soufre. Donc on arrêtera juste à ce niveau-là. Donc 2 séances maximum, je pense, et on aura fini donc ce qu'on peut faire durant cette année. Donc voilà, donc comme toujours, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Monsieur, moi j'ai une petite question. Oui, Vous m'entendez? oui, je vous écoute. Une question en ce qui concerne la mobilité des éléments minéraux. Je voudrais savoir s'il est contrôlé par les plantes ou bien il est lié aux caractéristiques des éléments dans le phloème. Donc il est lié, ça dépend de l'élément. Ça dépend pas de la plante, ça dépend de l'élément. Il y a des éléments qui sont mobiles et il y a d'autres qui ne sont pas mobiles du tout. Donc voilà, donc c'est pas une caractéristique de la plante, c'est plutôt une caractéristique de l'élément. D'accord, ça marche. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais juste rebondir sur la question que je vous ai posée la dernière fois par rapport à la lettre de recommandation, puisqu'en fait, j'essaie de vous contacter par mail, mais j'ai un retour comme quoi votre mail il est bloqué. Je ne sais pas si vous avez un autre mail pour que je puisse vous contacter directement, pour vous envoyer les éléments nécessaires. Aucun de mes mails n'est bloqué, aucun. Donc, Bah, le mail afidi.a. c'est pas point A, c'est A.
C'est A.Hafidi. D'accord, du coup, c'est a.afidi@uca.ma. uca.ac.ac uca.ac.ma. uca.ac.ma. S'il vous plaît, monsieur, Oui, Ok, monsieur, merci. on parle de la mobilité à l'intérieur des plantes. oui. J'ai rien entendu.